Les roses d'automne du jardin du presbytère avaient recommencé à perdre leurs pétales, laissant une traînée rose pâle sur le chemin de gravier, comme des confettis après un mariage auquel personne n'avait assisté. Miss Marple s'arrêta pour les observer à travers la brume matinale, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement dans le silence. C'est alors que Madame Dane fit irruption par le portail du jardin, son chapeau de travers et le visage couleur d'ivoire ancien. « Miss Marple, oh Miss Marple, quelque chose de terrible. Madame Ashford, on l'a retrouvée. » Les aiguilles s'immobilisèrent. « Retrouvée, ma chère ?»« Morte. Dans son cottage. Le laitier l'a découverte ce matin quand elle n'a pas répondu. Il a regardé par la fenêtre et a vu... Oh, c'est trop horrible. » Miss Marple se leva avec la prudence de quelqu'un qui avait vécu 2 guerres et d'innombrables scandales villageois. « Nous devons immédiatement téléphoner à la police. »« Entrez, Madame Dane, vous êtes très bouleversée. » Mais alors qu'elle se dirigeait vers la porte du presbytère, le regard de Miss Marple se posa à nouveau sur les pétales de roses éparpillés. Madame Ashford était réputée pour ses roses. Elle avait remporté le premier prix du concours floral chaque année pendant une décennie. Ses fleurs étaient toujours parfaites, jamais fanées ni tombées. Il semblait étrange qu'elle meure au moment même où ses propres roses commençaient à tomber. La nouvelle se répandit à St. Mary Mead, à la vitesse d'un feu de brousse estival. À midi, tous les salons de thé et tous les salons bourdonnaient de spéculations. Madame Ashford, Emily Ashford, 58 ans, veuve du défunt colonel Ashford, avait été retrouvée gisant au pied de l'escalier de son cottage, le cou brisé, une tonnelle de roses renversée à proximité, suggérant qu'elle avait tenté de la réparer lorsqu'elle avait perdu l'équilibre. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Miss Marple était assise dans le salon de la femme de son neveu, écoutant le village disséquer la tragédie avec ce mélange particulier de tristesse et de satisfaction qui accompagne les morts inattendues. Elle grimpait toujours à des heures indues, dit Madame Price Ridley, en équilibrant une tasse de thé sur sa poitrine imposante. Je lui avais dit le mois dernier qu'une femme de son âge n'avait rien à faire sur une échelle, mais Émilie n'écoutait jamais, elle était têtue. La tonnelle de roses était complètement pourrie, ajouta mademoiselle Hartnell, qui habitait 3 maisons plus loin que la défunte. Je l'avais remarqué moi-même au printemps dernier, le bois était pratiquement en ruine. Les aiguilles de Miss Marple continuaient leur doux rythme. Quelle perspicacité, mademoiselle Hartnell. Mais je me demande si madame Ashford avait l'habitude de jardiner la nuit. J'ai cru comprendre que le laitier l'avait trouvée tôt ce matin. Mais la chute a sûrement dû se produire dans l'obscurité. Un petit silence s'installa. « Eh bien, dit lentement mademoiselle Hartnell, peut-être a-t-elle entendu quelque chose. Un renard dans le jardin, ou... » Elle portait sa belle robe, interrompit la sœur du jeune docteur Haydock, qui était présente lorsque le corps a été découvert. Je me trouvais là, avec mon frère. Cela m'a semblé étrange. Une robe en soie pour jardiner, même pour des réparations d'urgence. Et ses mains étaient tout à fait propres. Pas la moindre trace de terre sous les ongles. Les aiguilles s'arrêtèrent. « Comme c'est intéressant, » murmura Miss Marple. Un peu comme Madame Poulter, qui prétendait avoir désherbé alors que nous l'avons trouvée en compagnie de l'assistant de l'épicier derrière l'église. On s'attend à trouver certaines preuves des activités déclarées. Madame Price Ridley renifla. « Suggérez-vous qu'Emily a été assassinée ?»« Je ne suggère rien du tout, » répondit doucement Miss Marple. « Je dis simplement que l'on remarque certaines choses. Par exemple, ces roses. Je suis passé devant le cottage ce matin. Toutes les fleurs étaient en parfait état. Elle ne les aurait jamais négligées pour réparer un treillis qu'elle aurait pu entretenir pendant la journée. Le soir venu, l'inspecteur Craddock arriva de Much Benham. C'était un homme assez jeune, au regard perçant, qui se montrait respectueux envers l'opinion du village.
Il avait appris, au cours de plusieurs affaires précédentes, que les observations de Miss Marple avaient beaucoup plus de valeur que ne le laissait supposer son apparence. Il la trouva dans son jardin, en train de couper les dernières fleurs fanées de ses chrysanthèmes, alors que la lumière déclinait. « Miss Marple, j'espérais pouvoir vous consulter. C'est très aimable de votre part, inspecteur. Je suppose que vous enquêtez sur la mort de Madame Ashford. La mort elle-même semble simple. Fracture du cou suite à une chute. Mais il y a quelques incohérences troublantes. » Il consulta son carnet. Elle a été retrouvée à 7h15 ce matin, le corps froid. Le médecin estime qu'elle est décédée entre 22h et minuit. Elle portait ce que son aide ménagère appelle sa robe de Londres, une robe qu'elle portait pour les dîners formels. Le cottage était fermé de l'intérieur. Il y a un verre à vin brisé sur le sol du salon, un cristal coûteux et 2 verres dans l'évier, tous deux lavés. La porte arrière était déverrouillée mais fermée. La tonnelle de rose en question ne montre aucun signe qu'elle y ait travaillé. Aucun outil à proximité, aucune copeaux de bois frais, ni clous. Et ceci. Il sortit un petit sac de preuves contenant ce qui semblait être un seul pétale de rose, d'un rouge profond, presque noir. Elle le tenait dans sa main. Aucune de ces roses n'est de cette couleur, elles sont toutes rose pâle ou blanches. Elle était connue pour sa culture particulière de variétés anciennes. Miss Marple prit le sac et le tint à la lumière déclinante. Une rose noire, comme c'est dramatique, ou plutôt d'un rouge profond qui semble noir sous certains éclairages. Je crois qu'on les appelle Midnight Velvet, ou un nom romantique de ce genre. Madame Ashford ne les aurait jamais cultivées. Elle considérait les variétés modernes comme vulgaires. Elle me l'a dit elle-même lors de la fête du printemps. Alors d'où vient-elle? C'est bien là la question. Miss Marple rendit le sac. Qui hérite? Un neveu, James Ashford. Il est graphiste à Londres et venait peut-être 2 fois par an. Il va hériter du cottage et d'environ 30 000 livres. Il était à Londres cette nuit-là. Nous l'avons vérifié. Il était à un vernissage jusqu'à plus de 23 heures. Puis il a bu un verre avec des amis jusqu'à 1h du matin. Une demi-douzaine de témoins. Il a été très prudent de sa part de se trouver un alibi, fit remarquer Miss Marple. Et qui d'autre aurait pu vouloir la mort de Madame Ashford? L'inspecteur Craddock feuilleta ses notes. C'était une femme aux opinions bien arrêtées et qui avait peu d'amis. Son aide ménagère, Madame Trim, travaillait pour elle depuis 12 ans. Elle était dévouée de la vie générale, mais vivait dans la crainte constante d'être renvoyée. Madame Ashford avait modifié son testament 6 fois au cours des 3 dernières années, menaçant à chaque fois de tout léguer à diverses associations caritatives pour chats. Madame Trim savait qu'elle était mentionnée dans une version antérieure, mais qu'elle avait été retirée du testament actuel. Mon Dieu, quelle capricieuse! Il y a aussi le colonel Bantry, qui vit à Gossington Hall. Vous le connaissez bien sûr. Lui et Madame Ashford étaient amis. Sa femme est décédée il y a 2 ans. On parlait de fiançailles, mais apparemment, Madame Ashford a rompu assez soudainement le mois dernier. Il l'a très mal pris. Les aiguilles de Miss Marple cliquetèrent, avec un regain d'intérêt. Vraiment? J'ai toujours trouvé que le colonel avait un tempérament plutôt instable, un peu comme M. Benson, qui tenait le magasin de fruits et légumes quand j'étais jeune. Charmant tant qu'on ne le contrariait pas. Mais ensuite, eh bien, il y a eu cet incident malheureux avec la balance à choux. Il n'a pas d'alibi. Il dit qu'il était seul chez lui, en train de lire. Son domestique avait sa soirée de libre. Et Madame Trim, où était-elle? Chez sa sœur, qui le confirme. Elles ont regardé la télévision jusqu'à 11h30. Le lendemain matin, une énergie fébrile s'empara du réseau de commérage de St. Mary Mead. Miss Marple, qui descendait lentement la grande-rue, fut abordée pas moins de 7 fois par des personnes qui lui rapportèrent des nouvelles, des théories et, dans le cas de Madame Dane, des fantasmes purs et simples. J'ai toujours dit qu'il y avait,
Quelque chose d'étrange chez Madame Ashford ?» confia Madame Dane en agrippant le bras de Miss Marple devant la pharmacie. Elle recevait des lettres de Londres chaque semaine. Elle surveillait toujours le courrier. Et elle se rendait en ville au moins une fois par mois, soi-disant pour aller chez le dentiste, mais qui va chez le dentiste 12 fois par an? Quelqu'un qui a de très mauvaises dents, j'imagine, suggéra Miss Marple avec douceur. À la boulangerie, elle rencontra Mademoiselle Hartnell et Madame Price Ridley en pleine discussion animée. « J'ai entendu dire que le neveu héritait de tout, » dit Madame Price Ridley. 30 000 livres, pour un homme qui peint des publicités pour du savon. C'est indécent. Il était à Londres, rétorqua Mademoiselle Hartnell. Je l'ai appris par la fille de la sœur de Madame Trim, qui travaille au commissariat. Il y a des dizaines de témoins. On peut s'arranger pour trouver des témoins, dit Madame Price Ridley d'un ton sombre. L'argent fait la loi, comme on dit. Et les artistes? Eh bien, ce sont des gens créatifs. Qui sait quels stratagèmes ils peuvent imaginer? Miss Marple choisit un gâteau aux graines et fit remarquer. Bien sûr, si quelqu'un prévoyait de commettre un meurtre, il s'arrangerait certainement pour être ailleurs, au moment où cela se produirait. C'est du simple bon sens. Mais je m'interroge sur cette Rose. Elle suggère que quelqu'un connaissait ses passions, ses obsessions, quelqu'un qui voulait faire passer un message. Quel genre de message? Demanda Mademoiselle Hartnell. C'est ce que nous devons découvrir, répondit doucement Miss Marple. Elle se rendit au cottage de Madame Trim, une petite maison mitoyenne près de l'église. L'aide ménagère ouvrit la porte, les yeux rougis, un mouchoir noué entre les mains. « Miss Marple, merci beaucoup d'être venue. Ma chère Madame Trim, je suis vraiment désolé. Cela doit être un choc terrible. » « Terrible, oui. » Madame Trim la fit entrer dans un petit salon encombré de napperons et de chiens en porcelaine. Je n'arrive pas à y croire. Madame Ashford était... Enfin, elle pouvait être difficile, mais elle ne méritait pas. Sa voix se brisa. Miss Marple attendit, le visage compatissant, les yeux attentifs. « La police pense que ce n'était pas un accident, » continua Madame Trim. « Ils m'ont posé toutes sortes de questions. Sur son humeur, ses visiteurs, son testament. Le dernier mot fut presque murmuré. Vous y étiez mentionné, si j'ai bien compris. Oui, il y a des années, elle m'avait promis 500 livres. Mais ensuite, elle a changé d'avis et m'a complètement rayé du testament l'année dernière, après que j'ai cassé une de ses belles assiettes de service. Elle était très pointilleuse sur ses affaires. Dans son Nouveau Testament, elle a tout légué à son neveu, celui qui ne lui rend visite que lorsqu'il a besoin d'argent. James Ashford, c'est ça. Il est doux comme de la soie, mais froid à l'intérieur, plus froid qu'elle ne l'a jamais été, et ce n'est pas peu dire. Il était ici la semaine dernière, justement. Mercredi soir. Je partais quand il est arrivé. Je les ai entendus se disputer avant même d'avoir atteint le portail. Les aiguilles de Miss Marple s'immobilisèrent. Se disputer? À propos de quoi? D'argent, quoi d'autre? Il voulait qu'elle investisse dans une galerie dans laquelle il est impliqué. Elle lui a dit qu'elle ne lui donnerait pas un centime de plus pour ses bêtises. Elle lui a dit qu'il avait déjà eu sa part, et même plus. Il est devenu rouge comme une betterave, et a dit des choses qu'un neveu ne devrait pas dire. Je l'ai entendu crier quelque chose comme « Tu le regretteras » alors que je m'éloignais. Mon Dieu! Et était-ce inhabituel? Pas particulièrement. Il se disputait à chaque fois qu'il venait lui rendre visite. Mais cette fois-ci, c'était pire que d'habitude, plus violent en quelque sorte. Elle menaçait toujours de le déshériter complètement, de tout laisser au refuge pour chat. Peut-être qu'elle l'a finalement fait, et lui? Elle s'interrompit, la main sur la bouche. Je ne devrais pas dire de telles choses. La vérité n'est jamais inconvenante, ma chère, seulement inconfortable. Miss Marple marqua une pause. Dites-moi,
Madame Ashford a-t-elle mentionné d'autres visiteurs récemment? Quelqu'un d'inattendu. Madame Trim réfléchit. Eh bien, il y avait le colonel, bien sûr. Le colonel Bantry de Gossington Hall. Il venait plusieurs fois par semaine jusqu'à ce qu'ils se disputent le mois dernier. Ils ont eu des disputes terribles vers la fin. Elle m'a dit qu'elle avait été stupide de l'encourager, qu'il en avait après son argent comme tous les autres. Elle disait qu'il lui avait fait certaines propositions qu'elle trouvait insultantes. Quel genre de propositions? Le mariage, je suppose. Mais elle a laissé entendre. Enfin, elle a dit « Le colonel Bantry oublie que je suis au courant de ses dettes. » C'est tout ce qu'elle a dit. Mais son message était assez clair. Le colonel a des difficultés financières. C'est ce qu'on dit. Gossington Hall est un gouffre financier, toujours en réparation. Ses investissements ont mal tourné après la mort de Madame Bantry. Tout le monde sait qu'il vend l'argenterie familiale pièce par pièce. Madame Trim se pencha en avant et baissa la voix. Et je vais vous dire autre chose, quelque chose que je n'ai pas dit à la police parce que cela me semble trop horrible. Mais mardi dernier, quand je suis arrivé à 8h30 pour faire le ménage du matin, j'ai trouvé l'un des rosiers de Madame Ashford vandalisé. Quelqu'un avait arraché toutes les fleurs et les avait éparpillées sur le chemin. Elle était hors d'elle. Elle a dit que c'était un message d'un lâche. Les yeux de Miss Marple se sont aiguisés. A-t-elle dit qui elle pensait être le coupable? Non. Mais elle s'est précipitée vers le téléphone et a appelé quelqu'un. Je l'ai entendu dire « Cela ne change rien. Tu as montré ta vraie nature maintenant. » Puis elle a raccroché et n'en a plus parlé. Cet après-midi-là, Miss Marple se retrouva invitée à Gossington Hall pour prendre le thé, une invitation qui lui était parvenue par messager peu après le déjeuner, écrite de la main familière du colonel. La maison se trouvait à la lisière du village, un manoir élisabétain tentaculaire qui avait connu des jours meilleurs. Les jardins, autrefois magnifiques, montraient des signes de négligence, et l'intérieur avait cet air particulier de décadence distinguée qui accompagne la réduction des moyens et la disparition du personnel. Le colonel Bantry l'a reçu dans la bibliothèque, une pièce tapissée de volumes reliés en cuir et de gravures sportives. C'était un homme corpulent, presque obèse à présent qu'il avait atteint la septantaine, avec un visage rougeau et des mains agitées qui bougeaient sans cesse, ajustant sa cravate, lissant ses cheveux clairsemés, cherchant des cigarettes qu'il n'allumait pas. « Merci d'être venu, Miss Marple. Je voulais parler à quelqu'un de sensé. Cette histoire avec Emily, c'est terrible, vraiment terrible. La police est venue 2 fois. Ils ont posé leurs fichues questions idiotes. Ils doivent faire leur devoir, colonel. Leur devoir. Ils m'ont pratiquement accusé de... Enfin, vous savez ce qu'ils pensent, qu'elle m'avait mis en colère en me rejetant, que je voulais son argent. Comme si j'avais... Il se détourna brusquement, fixant par la fenêtre la roseraie, envahie par la végétation. Je l'aimais. Dieu m'en est témoin. Je l'aimais. Et elle m'a rejeté. Miss Marple attendit, ses aiguilles à tricoter bougeant doucement. Elle disait que je ne voulais d'elle que son argent, continua-t-il d'une voix rauque. Elle disait que tout le monde voulait son argent, que les gens l'avaient utilisé toute sa vie. Elle était devenue amère, méfiante. L'Émilie que j'ai connue il y a 20 ans, quand Reginald était encore en vie, était différente, chaleureuse, gentille. Mais après sa mort, elle a changé. L'argent l'a empoisonnée. Elle était très riche alors. Son père était un industriel. Il avait fait fortune dans le textile. Le colonel Ashford l'avait épousée pour son argent. Tout le monde le savait, même si elle prétendait le contraire. Elle avait fait semblant toute sa vie. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit « Émilie, je ne suis pas Reginald. C'est toi que je veux, pas ton compte en banque. » Mais elle ne voulait pas me croire.
Elle disait qu'elle avait découvert quelque chose à mon sujet, quelque chose qui prouvait que j'étais comme tous les autres. Qu'avait-elle découvert? Il serra les poings. Mes dettes. Quelqu'un lui avait parlé de mes difficultés financières. Elle m'avait confronté à ce sujet, m'accusant de lui avoir menti, de m'être présenté comme quelqu'un de solide alors que j'étais en réalité désespéré. Je lui avais dit que j'étais gêné, rien de plus, que je l'aimais indépendamment de son argent. Mais elle ne voulait rien entendre. Elle disait qu'elle en avait assez d'être trompée. Quand était-ce? Il s'est arrêté. Oui, colonel? Je suis allé à son cottage, tard dans la soirée, vers 21h. J'étais en colère, je l'admets. Je pensais que si je pouvais juste lui parler face à face, lui faire comprendre. Mais elle ne m'a pas laissé entrer. Nous nous sommes disputés à travers la porte. J'ai dit des choses que je regrette aujourd'hui. Je lui ai dit qu'elle était une vieille femme aigrie qui mourait seule, des choses cruelles. Puis je suis parti. Avez-vous abîmé ces roses? Il tourna brusquement la tête. Qui vous a dit ça? Peu importe. L'avez-vous fait? Longue pause. Puis, oui, je suis revenu cette nuit-là, vers minuit. J'avais bu. J'étais blessé et en colère, et je voulais lui faire du mal à mon tour. Je savais à quel point elle aimait ces maudites roses. Alors je les ai arrachées. C'était puéril, je sais, honteux. Mais je ne l'ai pas tuée, Miss Marple. Je le jure, je l'aimais. Miss Marple le regarda fixement. Quelqu'un lui a offert un pétale de rose cramoisie la nuit de sa mort. Une rose noire, comme on l'appelle. Savez-vous quelque chose à ce sujet? Rien. Émilie ne cultivait que des variétés anciennes. Elle méprisait les roses modernes, disant qu'elles n'avaient pas d'âme. Oui, dit doucement Miss Marple. C'est ce que je pensais. Elle quitta Gossington Hall avec beaucoup de questions en tête. Les aveux du colonel Bantry au sujet des roses vandalisées le présentaient sous un mauvais jour, mais un homme qui avait détruit son jardin, aurait-il pu la tuer? Ces deux actes semblaient contradictoires. L'un né d'une rage impuissante, l'autre d'une violence calculée. Et pourtant, les gens n'étaient pas toujours cohérents. Elle avait connu beaucoup d'hommes qui avaient commis un meurtre dans un accès de rage après avoir ruminé leurs ressentiments pendant des semaines. Le pétale de rose la troublait. C'était théâtral, symbolique. Quelqu'un avait apporté cette rose délibérément, l'avait placée dans la main d'Emily Ashford, ou bien l'avait-elle saisie en tombant? Mais de qui l'avait-elle reçue? Ce soir-là, alors que la lumière déclinait, Miss Marple était assise dans son jardin, regardant les derniers pétales de rose tomber au sol. Le motif était là, elle en était certaine. Les roses, toujours les roses. La passion et la fierté d'Emily Ashford, ses victoires au concours floral, sa fureur face à leur destruction. Et maintenant, ce pétale étranger, sombre comme du sang, serré dans sa main morte. « Cela me rappelle », murmura-t-elle, « l'affaire Bellamy. » La jeune, Margaret Bellamy, qui avait reçu des cadeaux anonymes avant de mourir. Des cadeaux destinés à la déstabiliser, à lui transmettre un message qu'elle était trop effrayée pour comprendre. Ce pétale de rose est aussi un message. Mais que dit-il? Le lendemain matin, des événements inattendus se produisirent. L'inspecteur Craddock se présenta à la porte de Miss Marple juste au moment où elle finissait son petit déjeuner, l'air grave. « Miss Marple, pourriez-vous m'accompagner au cottage de Madame Ashford? J'aimerais avoir votre avis sur quelque chose. » Le cottage se trouvait sur Meadow Lane. C'était une jolie maison au toit de chaume, avec un jardin qui, même plusieurs jours après la mort de sa propriétaire, semblait avoir été entretenu avec soin. Un ruban jaune de la police flottait devant la porte. À l'intérieur, tout était comme la police l'avait laissé. Des empreintes digitales partout, des meubles légèrement déplacés par les mains des enquêteurs. L'inspecteur Craddock la conduisit dans le salon.
Nous avons tout passé en revue, les documents financiers, la correspondance, les effets personnels. Ce que nous avons trouvé brosse un tableau intéressant. Il désigna un bureau dans le coin, dont la surface était recouverte de piles de papier soigneusement rangées. Madame Ashford tenait des registres détaillés de tout, chaque livre dépensé, chaque lettre reçue. D'après ses relevés bancaires, elle a retiré 500 livres en espèces il y a 3 semaines. Aucune explication dans ses comptes. L'argent n'est pas ici. C'est intéressant, acquiesça Miss Marple. Encore plus intéressant. Regardez ça. Il sortit un petit journal en cuir. Son agenda. Elle y écrivait tous les jours, de courtes notes, principalement sur ses roses et les potins du village. Mais lisez la semaine dernière. Miss Marple prit le journal avec précaution. L'écriture était ferme, élégante, les notes brèves. Lundi 16 octobre. Les roses sont magnifiques malgré le gel précoce. James a rappelé. Même demande. Je lui ai dit non, comme toujours. Quand l'acceptera-t-il? Mardi 17 octobre. J'ai découvert des actes de vandalisme ce matin. Toutes les fleurs Queen of Denmark ont été détruites. Je sais qui a fait ça. Je l'ai appelé. Il a nié, mais j'ai entendu la culpabilité dans sa voix. Cela change tout. Mercredi 18 octobre. James est venu dîner. Nous nous sommes terriblement disputés. Je lui ai parlé du changement de testament. Il était furieux. Il m'a menacé. Madame Trim a tout entendu. Jeudi 19 octobre. Lettre de Londres. Elle veut me rencontrer, après toutes ces années. Dois-je le faire? Le passé est le passé. Vendredi 20 octobre. J'ai pris ma décision. Je la verrai lundi soir. Elle promet des explications, une conclusion. Peut-on vraiment refermer les vieilles blessures? Samedi 21 octobre. Les roses sont en train de mourir. Je dois les couper avant l'hiver. Tout ce qui est beau finit par disparaître. Dimanche 22 octobre. Les derniers préparatifs sont faits. Demain soir, je me demande si je ne suis pas stupide. Mais je dois savoir. Le journal s'arrête là. Madame Ashford est décédée ce lundi soir. Qui est elle? Demanda Miss Marple. Nous ne savons pas. Il n'y a aucune lettre de Londres dans sa correspondance, aucun indice sur l'identité de cette personne. Nous y travaillons, mais sans nom. Et le neveu? Ce James Ashford? Nous l'avons longuement interrogé. Il reconnaît s'être disputé mercredi, admet avoir été en colère à propos du testament. Il dit être parti vers 20h30, avoir pris la route pour Londres et s'être rendu à son appartement. Sa logeuse confirme l'avoir entendu rentrer vers 23h. Le vernissage avait lieu à 21h. Il ne pouvait donc pas être à 2 endroits à la fois. Miss Marple fronça les sourcils. À moins que la logeuse ne se soit trompée sur l'heure. Ou à moins que quoi? À moins que James Ashford n'agisse pas seul. Le regard de l'inspecteur s'aiguisa. Continuez. Réfléchissez. Il a un alibi parfait. Presque trop parfait. L'inauguration de la galerie, les verres avec ses amis, la propriétaire qu'il a entendu rentrer. Mais les alibis peuvent être fabriqués. Et si quelqu'un d'autre avait tué Madame Ashford pendant qu'il se trouvait manifestement ailleurs? Quelqu'un avec qui il s'était arrangé, quelqu'un qui avait tout à gagner de son héritage. Une conspiration? C'est possible, les 500 livres qu'elle a retirés. Peut-être a-t-elle découvert le complot et a-t-elle essayé de payer le complice. Ou peut-être faisait-elle chanter quelqu'un d'autre. Nous nous trompons, inspecteur. Nous voyons des filles séparées alors que nous devrions voir une tapisserie. Craddock acquiesça lentement. Le médecin légiste a trouvé des ecchymoses sur les bras de Madame Ashford, compatibles avec le fait qu'elle ait été saisie par derrière. La chute ne l'a pas tuée immédiatement. Elle avait le cou brisé, mais elle a survécu pendant peut-être 1 minute ou 2. Assez longtemps pour saisir ce pétale de rose. Assez longtemps pour savoir qui l'avait tuée. Alors c'était quelqu'un qu'elle connaissait. Quelqu'un qu'elle avait invité chez elle ce soir-là.
et qu'elle avait accueilli vêtue de sa plus belle robe. Ou quelqu'un qui avait une clé. Ils passèrent l'heure suivante à fouiller le cottage avec une motivation renouvelée. Miss Marple examina la cuisine, les 2 verres à vin lavés, le cristal brisé sur le sol du salon, l'absence de préparation de repas. Madame Ashford avait reçu un invité, mais ne lui avait pas servi de dîner. Une brève rencontre donc, quelque chose de formel, mais pas d'intime. Dans la chambre, Miss Marple trouva les portes de l'armoire ouvertes. Inspecteur, regardez ça. Plusieurs robes étaient suspendues dans un ordre soigné, mais il y avait un espace dans la rangée, un espace où quelque chose avait été retiré. Sur le sol de l'armoire se trouvait une boîte à chapeau, dont le couvercle était de travers. À l'intérieur, enveloppée dans du papier de soie, se trouvait une photographie dans un cadre argenté. La photo montrait une jeune femme, peut-être âgée d'une 30aine d'années, aux cheveux foncés et au regard intense. Elle se tenait dans un jardin. Ce jardin, réalisa Miss Marple, bien que plus jeune et moins établie. Les roses à l'arrière-plan venaient d'être plantées. Au dos du cadre, écrit à l'encre délavée, « Isobel, 1955 ». « Qui est Isobel » demanda l'inspecteur. « C'est ce que nous devons découvrir » répondit Miss Marple. Le soir même, grâce aux efforts combinés de la police et du réseau de commérage du village, l'identité d'Isobel avait été établie. Isobel Tremaine, née Ashford, était la sœur cadette du colonel Reginald Ashford et la belle-sœur d'Emily. Elle avait vécu avec les Ashford pendant plusieurs années après la guerre, aidant à gérer le ménage. Puis, en 1956, il y avait eu une sorte de dispute, et Isobel avait quitté St. Mary Mead précipitamment, pour ne plus jamais revenir. Elle avait épousé un homme nommé David Tremaine, et s'était installée à Londres. Une enquête plus approfondie révéla qu'Isobel Tremaine était décédée en 1983, 24 ans, après son départ de St. Mary Mead. Elle avait laissé une fille, Catherine, qui devait maintenant avoir une 50aine d'années. « Trouvez Catherine Tremaine », dit Miss Marple à l'inspecteur Craddock. « Je pense qu'elle pourrait être la femme que Madame Ashford attendait. » L'inspecteur acquiesça. « Nous sommes à sa recherche. Sa dernière adresse connue était à Chelsea. Son nom marital était Catherine Tremaine Hart. Elle n'apparaît pas dans l'annuaire téléphonique, mais nous devrions avoir quelque chose d'ici demain. » Ce soir-là, Miss Marple était assise dans son salon, tricotant à la lumière d'une lampe, repassant l'affaire dans son esprit. Les pièces semblaient s'emboîter. James Ashford avec sa colère et ses dettes, son héritage menacé. La mystérieuse femme de Londres, fille d'Isobel, dont il était séparé depuis longtemps. Les 500 livres. Les roses, toujours les roses. Et pourtant, quelque chose la tracassait. Le pétale de rose ne cadrait pas. Ni James, ni cette inconnue Catherine n'auraient pensé à faire un geste aussi symbolique. C'était trop savant, trop personnel. Cela révélait quelqu'un qui comprenait intimement les obsessions d'Emily Ashford. Le colonel Bantry avait détruit ses roses dans un accès de colère, mais lui en aurait-il alors apporté une? Cela semblait contradictoire, à moins que le pétale n'ait pas été apporté délibérément, à moins qu'il ne se soit simplement trouvé là, peut-être dans une boutonnière, et qu'il soit tombé pendant la lutte. Mais cela ne semblait pas plausible, non plus. Le pétale avait été serré dans la main d'Emily, délibérément saisi dans ses derniers instants. Elle l'avait pris à son meurtrier ou quelque part à proximité. Cela avait une signification. Miss Marple interrompit son ouvrage. « Cela me rappelle l'affaire Harmon », murmura-t-elle. Gérald Harmon, qui avait laissé une carte à jouer sur le corps. L'as de pique. Tout le monde pensait qu'il s'agissait d'une carte de visite, d'une sorte de signature criminelle. Mais en réalité, la victime la tenait déjà, elle l'avait tirée d'un jeu de cartes pendant une partie.
Le meurtrier l'avait simplement laissée là, et tout le monde avait supposé qu'elle avait une signification particulière. Et si le pétale de rose était comme ça? Et s'il n'avait pas été apporté par le meurtrier, mais qu'il était déjà là, et qu'Émilie l'avait saisi dans ses derniers instants simplement parce qu'il était à portée de main? Mais alors, d'où venait-il? Émilie ne cultivait pas de roses noires. Personne n'avait signalé avoir vu une telle fleur dans son cottage. À moins que... Miss Marple se leva brusquement et prit son manteau. Il était plus de 9 heures, mais Madame Trim habitait tout près et cela ne pouvait attendre. Madame Trim ouvrit la porte en robe de chambre, surprise mais courtoise. « Miss Marple, quelque chose ne va pas? Excusez-moi de venir si tard. J'ai besoin de vous poser des questions au sujet des fleurs. Madame Ashford a-t-elle reçu des livraisons dans les jours qui ont précédé sa mort? Des cadeaux? » Madame Trim fronça les sourcils, réfléchissant. « Eh bien, il y a eu la composition florale du fleuriste samedi. Un grand bouquet de fleurs d'automne, des chrysanthèmes et autres. Je suppose qu'il venait du colonel, même s'il n'y avait pas de carte. Qu'en a fait Madame Ashford? Elle l'a immédiatement jeté. Elle l'a mis directement à la poubelle. Elle a dit qu'elle ne voulait rien de lui. Y avait-il des roses dans le bouquet? Je ne sais pas. Attendez. Oui. Maintenant que vous le dites, il y en avait. Des roses rouges foncées, presque noires. Des roses modernes, qui ressemblaient à du velours. Madame Ashford les détestait particulièrement. Elle les trouvait vulgaires. Miss Marple ressentit un petit frisson de certitude. Et la poubelle, quand est-elle ramassée? Le mardi. Elle devait encore s'y trouver lundi soir. Merci, Madame Trim. Vous m'avez été d'une grande aide. Le lendemain matin, l'inspecteur Craddock arriva avec des nouvelles. Nous avons retrouvé Catherine Tremaine Hart. Elle séjourne au Rose and Crown depuis 1 semaine. Ici, à St. Mary Mead. Elle est enregistrée sous son nom de jeune fille, Catherine Tremaine. Elle nie avoir été ici lundi soir. Elle dit qu'elle était à Londres. Mais le personnel de l'hôtel rapporte qu'elle est sortie vers 20 heures ce soir-là et qu'elle n'est revenue que très tard, après 1 heure du matin. Elle prétend être partie faire un tour en voiture pour se changer les idées. J'aimerais lui parler. Catherine Tremaine était une belle femme d'une 50aine d'années, avec les cheveux bruns de sa mère, désormais striés de gris et les mêmes yeux féroces qui fixèrent la photo. Elle les reçut dans sa chambre d'hôtel, calme mais méfiante. « Miss Marple et l'inspecteur Craddock, » dit-elle. « Je vous attendais. Je suppose que cela concerne la mort de ma tante. »« Votre tante ?» demanda l'inspecteur. « Emily Ashford, la belle-sœur de ma mère. Je suis venu à St. Mary Mead pour la voir, mais j'imagine que vous le savez déjà. » Elle leur indiqua des chaises. « Asseyez-vous, je vous en prie. Je vais tout vous raconter. » Elle alluma une cigarette de ses mains qui tremblaient légèrement. Ma mère a vécu avec les Ashford pendant plusieurs années après la guerre. Elle adorait mon oncle Reginald, son frère, et elle essayait de se faire une place dans sa famille. Mais Émilie lui fit clairement comprendre qu'elle n'était pas la bienvenue. Il y eut des disputes, des scènes terribles. Ma mère tomba amoureuse d'un homme de la région qui ne convenait pas à Émilie. Lorsque ma mère tomba enceinte, Émilie exigea qu'elle parte. Elle lui donna 100 livres et lui dit de ne jamais revenir. « Cet homme était votre père ?» David Tremaine. « Oui. Ils se sont mariés et je suis né. Nous n'avions rien. Mon père était employé de bureau et gagnait à peine de quoi nous faire vivre. Ma mère a écrit à mon oncle Reginald pour lui demander de l'aide, mais Émilie a intercepté les lettres. Elle voulait que ma mère disparaisse, qu'on l'oublie. Quand mon oncle Reginald est mort en 1960, il a tout laissé à Émilie. Ma mère n'était pas mentionnée dans le testament. Émilie s'en était assurée. Et votre mère? Elle est morte d'un cancer en 1983. Amère et pauvre. Sur son lit de mort, elle m'a tout raconté.
Elle m'a fait promettre que j'affronterais Émilie un jour, que je lui ferais reconnaître ce qu'elle avait fait. La voix de Catherine se brisa. Il m'a fallu des années pour trouver le courage. Puis, le mois dernier, j'ai appris qu'Émilie était mourante, d'un cancer, comme ma mère. Je me suis dit que c'était maintenant, ou jamais. Je lui ai écrit, je lui ai dit qui j'étais, je lui ai demandé de la rencontrer. Miss Marple se pencha en avant. Elle a accepté? Oui, nous avons convenu de nous rencontrer lundi soir dans son cottage. Je suis arrivé à 9 heures. Elle était froide au début, sur la défensive. Mais quand je lui ai montré des photos de ma mère, des lettres que mon oncle Reginald avait écrites et qu'Émilie ne lui avait jamais permis de voir, elle s'est effondrée. Elle a pleuré. Elle a dit qu'elle avait été jalouse, qu'elle manquait d'assurance, qu'elle avait chassé ma mère parce qu'elle craignait que Reginald aime Isobel plus qu'il ne l'aimait. C'était laid, pathétique et humain. Que s'est-il passé ensuite? Nous avons discuté pendant environ 1 heure. Elle m'a proposé de l'argent, m'a dit qu'elle modifierait son testament pour me léguer 20 000 livres. Je n'en voulais pas, mais elle a insisté. Elle a dit que c'était sa pénitence. Nous avons bu du vin. Elle a sorti un très bon claret. Nous avons presque atteint une sorte de paix. Puis je suis parti, vers 10 heures. Elle était en vie quand je l'ai quittée. Je le jure. Avait-elle l'air effrayée? Inquiète à propos de quelque chose? Non. Fatiguée, peut-être. Triste. Mais pas effrayée. L'inspecteur Craddock consulta ses notes. Et après votre départ? J'ai roulé pendant des heures. J'étais émotionnellement épuisé. Je me suis arrêté sur une aire de repos sur la route de Much Benham et je suis resté assise là à pleurer jusqu'après minuit. Puis je suis revenu ici. Elle les regarda droit dans les yeux. Je ne l'ai pas tuée. Je n'avais aucune raison de le faire. Elle avait accepté de faire amende honorable. Pourquoi aurais-je gâché cela? Après leur départ, l'inspecteur Craddock se tourna vers Miss Marple. Vous la croyez? Je pense qu'elle dit la vérité au sujet de la rencontre. Mais quelqu'un d'autre est venu au cottage après le départ de Catherine. Quelqu'un qu'Émilie attendait, ou quelqu'un qu'elle a laissé entrer sans se poser de questions. Quelqu'un en qui elle avait confiance. Nous en revenons à James Ashford. C'est lui qui avait le plus à perdre si Émilie changeait à nouveau son testament. Miss Marple acquiesça lentement. Oui, James Ashford. Tout semble revenir à lui, n'est-ce pas? Au cours des 2 jours suivants, l'affaire contre James Ashford se précisa dans l'esprit de Miss Marple avec une clarté accablante. L'inspecteur Craddock lui fit part de ses conclusions autour d'une tasse de thé au presbytère. Son carnet ouvert entre eux. « Nous avons suivi les déplacements d'Ashford de plus près, dit-il. Le timing est serré, mais ça colle. Il aurait pu quitter Londres à 7 heures, conduire jusqu'ici. Ça prend moins de 2 heures. Tuer sa tante et être de retour à 11 heures, heure à laquelle sa logeuse l'a entendu. Le vernissage n'a commencé qu'à 9h30 et plusieurs personnes ont remarqué qu'il semblait pressé et qu'il était arrivé en retard. Et son mobile est clair, ajouta Miss Marple. 30 000 livres pour un homme endetté. Madame Trim a dit qu'il faisait pression sur sa tante pour qu'elle lui prête de l'argent. Quand elle a refusé et menacé de modifier à nouveau son testament, surtout après l'arrivée de Catherine Tremaine, à qui on avait proposé 20 000 livres, il a dû paniquer. Nous avons également découvert, poursuivit Craddock, qu'Ashford était spécialisé dans l'illustration botanique pour la publicité. Les fleurs sont son sujet de prédilection. Il connaissait les variétés de roses et leur symbolisme. Ce pétale de rose noire pourrait facilement être sa touche théâtrale. Un peu comme George Simpson, l'acteur qui n'a pas pu s'empêcher de mettre en scène la mort de sa femme pour qu'elle ressemble à une scène de Hamlet. Les créatifs ne peuvent souvent pas résister à un geste dramatique, même lorsque la simplicité leur serait plus profitable. L'inspecteur tapota son cahier avec son crayon. Ashford n'a pas d'alibi solide pour l'heure du décès, entre 22 heures et minuit.
Seule sa parole qu'il était au volant. Sa voiture a été vue sur la route de Much Benham. Nous avons un témoin qui l'a remarqué à une station-service vers 23h30. Il revenait peut-être d'ici. Sa logeuse l'a entendu rentrer. Elle a entendu quelqu'un, elle ne l'a pas vu. Il aurait pu être dans son appartement plus tôt, partir discrètement, puis revenir bruyamment pour établir l'heure. Miss Marple se servit une autre tasse de thé, l'esprit en ébullition. Et les 500 livres. Nous pensons qu'Émilie le payait, lui disant que c'était son dernier sou. Cela l'aurait rendu furieux. 500 livres, alors qu'il s'attendait à 30 000. Tout désignait James Ashford. Le mobile, le tempérament, la personnalité artistique qui pouvait concevoir une rose noire comme signature. Même son alibi présentait des failles, des moments où le meurtre aurait pu avoir lieu. Et pourtant, Miss Marple était assise dans son jardin ce soir-là, regardant le soleil se coucher sur St. Mary Mead, ses aiguilles à tricoter bougeant à leur rythme familier. Autour d'elle, les dernières roses de l'automne perdaient leurs pétales, flottant comme des souvenirs sur l'herbe qui s'assombrissait. Elle pensait à Emily Ashford, amère et riche, détruisant des relations par jalousie et par peur. Elle pensait à James, le neveu négligé, saigné à blanc pour l'argent et l'héritage promis. Elle pensait au colonel Bantry, rageant dans l'obscurité, déchirant les roses. Elle pensait à Catherine, affrontant la femme qui avait ruiné la vie de sa mère. Les pièces s'emboîtaient. James Ashford était coupable. Elle en était certaine. Sauf pour les roses. Elle revenait toujours aux roses. Émilie portait sa belle robe, sa robe en soie. Pour la visite de Catherine, cela avait du sens. Elle voulait rencontrer sa nièce de manière formelle, avec dignité. Mais aurait-elle changé après le départ de Catherine si elle n'attendait personne d'autre? Ou attendait-elle quelqu'un d'autre? Le journal disait « Dernier préparatif fait. Demain soir, Catherine était venue lundi soir. Quel dernier préparatif? Et les verres en cristal cassé. Un verre brisé sur le sol, 2 lavés dans l'évier. Émilie et Catherine avaient bu du vin ensemble. Mais qui avait cassé les verres? Et quand? Miss Marple posa son tricot et ferma les yeux, laissant son esprit vagabonder sur l'affaire comme un papillon sur des fleurs, effleurant ici et là sans jamais se poser. Des roses dans la poubelle. Des roses sombres, veloutées, modernes, qu'Émilie méprisait. Elles provenaient d'un bouquet qu'elle avait jeté, mais le pétale trouvé dans sa main était frais, pas fané. À quel point était-il frais? Assez frais pour provenir de la poubelle lundi soir, si quelqu'un l'avait récupéré. La robe. La belle robe en soie. Formelle mais pas intime. Pour les affaires, pas pour le plaisir, les 500 livres, retirés il y a 3 semaines. Pas donnés à James. Il avait déjà fait l'objet d'une enquête. Ses comptes bancaires avaient été examinés. L'argent était ailleurs. Les derniers préparatifs sont faits. Demain soir, lundi soir. Pas Catherine, quelqu'un d'autre. Miss Marple ouvrit lentement les yeux. « Oh !» murmura-t-elle. « Oh, quelle idiote j'ai été. Ce n'était pas James du tout. » Elle se leva et entra dans sa maison, se dirigeant vers le téléphone. « Inspecteur Craddock, j'ai besoin que vous enquêtiez sur quelque chose. La sœur de Madame Trim, celle qui était avec elle le soir du meurtre. J'ai besoin de connaître son nom complet et son adresse. » La sœur de Madame Trim. Pourquoi? Parce que j'ai complètement mal interprété la situation. Nous tous, d'ailleurs. James Ashford n'a pas tué sa tante. Il n'aurait jamais pu le faire. La chronologie était impossible, mais nous étions tellement obsédés par son mobile que nous avons forcé les choses pour que cela colle. Alors qui? Retrouvez-moi demain matin au cottage de Madame Trim, à 9h. Je vous expliquerai tout à ce moment-là. Mais ce soir, vérifiez l'alibi de Madame Trim. Assurez-vous que sa sœur confirme qu'elles ont passé la soirée ensemble.
et renseignez-vous sur la situation financière de la sœur. » « Je ne comprends pas. »« Vous comprendrez, » dit doucement Miss Marple. « Nous comprendrons tous. » Cette nuit-là, Miss Marple dormit à peine. Allongée dans son lit, l'esprit en ébullition, elle assembla les pièces du puzzle pour former un nouveau motif, un motif qui avait un sens terrible et parfait. Elle était tellement convaincue de la culpabilité de James Ashford qu'elle avait ignoré la vérité la plus simple. La suspecte la plus évidente, celle qui avait un accès constant, une connaissance parfaite des habitudes d'Emily et un désespoir caché derrière des années de service dévoué. Madame Trim. Le lendemain matin, l'inspecteur Craddock arriva au cottage de Miss Marple, son carnet ouvert et l'air sombre. « Vous aviez raison, » dit-il sans préambule. La sœur de Madame Trim, Dorothy Harris, vit à Much Benham et tient une petite boutique qui périclite. Elle a 3000 livres de dettes et risque la faillite. Lorsque je l'ai interrogée à ce sujet lundi soir, elle s'est effondrée. Madame Trim n'était pas avec elle. Madame Trim lui a demandé de mentir, prétextant que c'était pour éviter le harcèlement de la police, qu'elle ne supportait pas d'être interrogée. Dorothy n'aurait jamais pensé. Bien sûr que non. Les sœurs se protègent mutuellement, ne posent pas de questions. Venez, inspecteur, il est temps d'en finir. Ils trouvèrent Dame Trim dans son cottage, pâle et les yeux creux. Elle leur a ouvert la porte, les mains tremblantes, et Miss Marple a vu dans son regard qu'elle savait que son monde était sur le point de s'écrouler. « Vous feriez mieux d'entrer », a murmuré Madame Trim. Ils se sont assis dans le petit salon, Miss Marple avec son sac à tricot, l'inspecteur Craddock avec son carnet. Madame Trim se tenait debout près de la cheminée, une main agrippée au rebord pour se soutenir. « Je sais pourquoi vous êtes ici, » dit-elle finalement. « Dorothy m'a téléphoné ce matin. Elle m'a dit qu'elle avait avoué avoir menti. Je lui ai dit de ne pas le faire, que cela ne ferait qu'empirer les choses, mais elle était trop effrayée. Elle ne comprend pas ce que j'ai fait. « Racontez-nous, » dit doucement Miss Marple. « Racontez-nous ce qui s'est passé lundi soir. » Le visage de Madame Trim se décomposa. « Je ne voulais pas la tuer. Vous devez me croire. Je voulais seulement lui parler, la convaincre. » La convaincre de quoi? De me réinscrire dans son testament, de me donner l'argent qu'elle m'avait promis. Les mots sortaient plus vite maintenant, comme un barrage qui venait de céder. J'ai travaillé pour elle pendant 12 ans. 12 ans à subir ses sautes d'humeur, sa cruauté et ses exigences sans fin. Elle m'avait promis 500 livres, destinés à Dorothy pour sauver sa boutique. Mais elle m'a retiré du testament, simplement parce que j'avais cassé une assiette. Une seule assiette, comme si je n'étais rien, comme si 12 années ne signifiait rien. Elle s'effondra dans un fauteuil, les mains crispées sur ses genoux. J'ai essayé de lui demander gentiment. Je l'ai suppliée de reconsidérer sa décision, mais elle s'est moquée de moi. Elle m'a dit que je devrais lui être reconnaissante de ne pas m'avoir renvoyé complètement. Alors j'ai pris de l'argent dans son sac à main. De petites sommes au début, juste quelques livres, ici et là. Elle ne s'en est jamais aperçue. Puis, il y a 3 semaines, j'ai découvert où elle gardait la clé de sa caisse. J'ai pris 500 livres. Je me suis dit que c'était à moi, de toute façon, ou que ça aurait dû l'être. Je ne fais que prendre ce qui m'est dû. Mais elle a découvert le vol, dit Miss Marple. Oui, la semaine dernière, elle a compté son argent et s'est aperçue qu'il manquait. Elle était furieuse. Elle m'a convoqué et m'a accusé directement. J'ai nié, mais elle savait. Elle m'a dit que j'avais jusqu'à lundi soir pour rendre l'argent. Sinon, elle irait voir la police. J'avais déjà donné l'argent à Dorothy pour qu'elle puisse payer ses dettes les plus urgentes. Je n'avais aucun moyen de le récupérer. Vous êtes donc allé chez elle lundi soir? Je n'avais pas le choix. Je pensais que si je pouvais lui expliquer, lui faire comprendre, Dorothy irait en prison pour avoir pris l'argent que j'avais volé. Cela la détruirait, nous détruirait toutes les deux.
Je suis donc parti à 10h30. Elle avait reçu une visite plus tôt, une femme de Londres. Elle en avait parlé. Mais elle était seule quand je suis arrivé. Elle lavait les verres à vin et rangeait. La voix de Madame Trim se réduisit à un murmure. Elle ne voulait rien entendre. Elle m'a dit qu'elle avait déjà téléphoné à la police et leur avait demandé de venir mardi matin pour faire un rapport. Elle a dit que j'étais une voleuse et que je méritais d'être punie. Je l'ai suppliée. Je me suis mise à genoux, mais elle était comme de pierre. Froide, satisfaite même. Elle prenait plaisir à cela, vous voyez. Elle prenait plaisir à avoir ce pouvoir sur moi. Que s'est-il passé ensuite ? Demanda l'inspecteur Craddock. J'ai vu la poubelle. Elle avait sorti les ordures plus tôt et laissé le sac près de la porte. Quelque chose de sombre et de rouge en dépassait. Une des roses du bouquet du colonel, celle qu'elle avait jetée. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai retirée et j'ai pris un pétale. J'ai dit quelque chose comme « Même vos précieuses roses meurent et pourrissent ». Quelque chose de cruel. Elle m'a giflé. Elle m'a vraiment frappé au visage. J'étais tellement en colère, tellement désespéré. Je l'ai poussée. C'est tout. Je l'ai juste poussée. Mais elle se tenait près des escaliers et elle est tombée en arrière. Il y a eu un bruit terrible, un craquement. Et puis elle était allongée là, le cou tordu, et j'ai su qu'elle était morte. Des larmes coulaient maintenant sur son visage. Elle était encore en vie pendant un instant. Sa main bougea, attrapa le pétale de rose que j'avais laissé tomber. Elle me regarda. Il y avait de la peur dans ses yeux. Une vraie peur. Et puis elle est partie. Vous avez verrouillé la porte et vous êtes partie, dit doucement Miss Marple. Je ne savais pas quoi faire d'autre. J'étais terrifié. J'ai essuyé les verres dans lesquels nous avions bu. Elle nous avait servi du vin pendant que nous discutions, avant que tout ne tourne mal. Je les ai lavés, rangés. J'ai vérifié que je n'avais rien touché d'autre. Puis j'ai tiré la tonnelle de rose près de son corps. Je me suis dit que si on voyait qu'elle était tombée en travaillant dessus, personne ne poserait de questions. Ensuite, je suis sorti par la porte arrière, je l'ai fermée à clé et je suis rentré chez moi. Dorothy m'a couverte parce que je le lui avais demandé. Elle n'a jamais su pourquoi. Elle n'a jamais rien su. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception des sanglots de Madame Trim. L'inspecteur Craddock s'est levé, le visage sombre. « Ma belle, Trim, je vous arrête pour le meurtre d'Emily Ashford. Vous avez le droit de... »« Je sais, » l'a interrompu Madame Trim. « Je sais tout, inspecteur. Je m'y attendais, je redoutais cela, mais je suis aussi soulagé. Je n'ai presque pas dormi depuis que c'est arrivé. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois son visage. Cette peur, elle était horrible avec moi, me faisait travailler comme une esclave, se moquait de moi, mais elle ne méritait pas. Je ne voulais pas. Elle se couvrit le visage de ses mains. Je suis tellement désolé. Je suis vraiment désolé. Ils la conduisirent à la voiture de police, les voisins se rassemblant dans la rue, le visage choqué et avide. Miss Marple observait depuis le portail du jardin, l'air triste. « Comment l'avez-vous su ?» lui demanda calmement l'inspecteur Craddock. « Qu'est-ce qui vous a fait la soupçonner ?»« Les roses, inspecteur. Toujours les roses. Emily Ashford n'aurait jamais touché à ces roses modernes et sombres. Elle les détestait. Alors comment ce pétale s'est-il retrouvé dans sa main? Il n'a pas pu être apporté par quelqu'un en cadeau. Il devait provenir de la poubelle, récupéré par quelqu'un qui se trouvait déjà dans le cottage. Quelqu'un qui connaissait suffisamment bien la maison pour savoir où les choses étaient rangées. Et Madame Trim était la seule personne à avoir ce genre d'accès. Oui. Et puis, il y avait la question de l'alibi. Madame Trim l'avait établie avec trop de soin, trop de minutie. Une soirée avec sa sœur, à regarder la télévision. Mais qu'avait-elle regardé?
Lorsque je lui ai posé la question, Dorothy ne s'en souvenait pas, parce qu'elle ne regardait jamais rien. L'alibi était construit, pas vécu. Les 500 livres, c'est ce qui a tout déclenché, je pense. Quand Emily a découvert le vol, elle a donné un délai à Madame Trim, rendre l'argent avant lundi soir ou faire face à la police. Madame Trim avait donné l'argent à sa sœur et ne pouvait pas le récupérer. Elle s'est donc rendue au cottage ce soir-là, désespérée. La suite s'est déroulée comme elle l'a décrit. L'inspecteur secoua la tête. 12 ans de service, détruits en un instant. Pour 500 livres. Pas pour l'argent, corrigea gentiment Miss Marple. Pour sa dignité. Pour être reconnue. Madame Trim a passé 12 ans à être traitée comme moins qu'humaine, à regarder Emily accorder une attention excessive à ses roses, tout en la traitant avec mépris. Elle a pris l'argent, non pas parce qu'elle était cupide, mais parce qu'elle estimait qu'il lui était dû, une dette qu'Emily refusait de reconnaître. Et quand Emily l'a menacée de prison, a menacé l'avenir de sa sœur, quelque chose s'est brisé. Avez-vous pitié d'elle? Miss Marple réfléchit. Je la comprends, inspecteur. Comprendre n'est pas pardonner. Elle a pris une vie, cela ne peut être excusé. Mais j'ai connu beaucoup de Madame Trim dans ma vie, des femmes qui servent et se sacrifient et ne reçoivent en retour que de la cruauté. Emily Ashford n'était pas une victime innocente. Elle a créé les circonstances de sa propre mort par des années de cruauté désinvolte. Cela ne justifie pas le meurtre, mais cela l'explique. L'inspecteur Craddock acquiesça. J'aurais besoin d'une déclaration officielle de votre part. Bien sûr, cet après-midi, si cela vous convient. Elle le regarda s'éloigner en voiture, le visage pâle de Madame Trim visible à travers la vitre arrière, et sentit une profonde lassitude l'envahir. Une autre affaire résolue, un autre meurtrier arrêté. Justice serait faite. Madame Trim serait jugée et probablement reconnue coupable d'homicide involontaire plutôt que de meurtre, compte tenu des circonstances. Elle irait en prison. Sa vie serait effectivement terminée. Et Emily Ashford resterait morte, ses roses se fanant lentement dans son jardin négligé, leurs pétales tombant une à une sur le sol froid d'octobre. Miss Marple rentra lentement chez elle, son sac à tricot lourd sur le bras. Le village bruissait de la nouvelle. Le soir venu, tout le monde saurait que la discrète Madame Trim avait tué son employeur. Pendant des mois, il ne parlerait que de cela, disséquant chaque détail, trouvant des présages qu'ils avaient manqués, réécrivant l'histoire pour rendre le dénouement inévitable. Mais Miss Marple s'en souviendrait différemment. Elle se souviendrait des roses tombant comme des larmes, d'une femme poussée au-delà de ses limites et d'un moment de rage qui avait mis fin à 2 vies, celle de la victime et celle de la meurtrière. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur St. Mary Mead, elle s'assit dans son jardin avec son tricot, regardant la lumière disparaître du ciel. Autour d'elle, les roses d'automne continuaient leur lent déclin, leurs pétales tombant pour rejoindre le tapis de décomposition en dessous. Les aiguilles de Miss Marple bougeaient à leur rythme ancestral, clic, 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 régulières comme un battement de cœur, patientes comme le temps lui-même. De l'intérieur de la maison, à travers la fenêtre ouverte, venait le son du téléphone qui sonnait. Elle l'ignora. Demain apporterait de nouvelles préoccupations, de nouvelles crises, de nouveaux mystères. Ce soir, elle s'assiera avec les roses et pensera à Madame Trim, à Emily Ashford, aux petites cruautés qui s'accumulent comme des pétales tombés jusqu'à tout ensevelir sous leur poids. Sur ses genoux, à peine touchés, gisait le journal du soir. Le titre disait « Une femme de la région accusée du meurtre dans un cottage ». Mais les yeux de Miss Marple étaient se river sur le jardin, sur les roses qui fleurissaient et tombaient, indifférentes à la joie ou à la souffrance humaine, marquant le temps par leur beauté et leur dépérissement.
C'était comme les roses, murmura-t-elle dans l'obscurité, grandissante, belle en surface, pourrissant en dessous. Émilie cultivait la perfection dans son jardin, tout en empoisonnant tout ce qui l'entourait. Et à la fin, c'est une autre de ces choses jetées qui l'a tuée. Un pétale de rose provenant d'un bouquet qu'elle avait jeté, récupéré par une femme qu'elle avait traitée comme jetable. Il y a une justice dans tout cela, je suppose. Pas une justice confortable, mais la justice l'est rarement. La dernière lueur s'éteignit. Dans le cottage de Meadow Lane, les roses d'Emily Ashford continuaient leur veillée, désormais sans entretien, laissant tomber leurs pétales sur le chemin où son corps avait gîté. À l'hiver, elles seraient coupées, réduites à des tiges épineuses, dormantes, attendant un printemps que leur maîtresse ne verrait jamais. Miss Marple se leva avec raideur et rassembla son tricot, s'arrêtant à la porte du jardin pour jeter un dernier regard en arrière. Les roses formèrent des silhouettes sombres contre le ciel encore plus sombre, leurs pétales tombant désormais invisibles, mais continuant de tomber, de tomber, de tomber, comme toutes les belles choses qui finissent par tomber dans le silence et la poussière. Elle rentra et ferma doucement la porte derrière elle, laissant les roses à leur lent et inexorable déclin.